Alors, je préfère dire à tous celles et ceux qui nous écoutent que créer son entreprise, c'est pas la liberté. Ça, c'était vraiment la plus grosse erreur que j'ai pu faire dans ma vie de croire ça, Ouais. parce qu'en fait, tu pousses toujours les chariots de quelqu'un. Mm. Si c'est pas ton patron et tes collègues, à un moment, de toute façon, c'est tes clients parce que tu as des factures à payer et que par conséquent, si tu as une entreprise et que tes services, tu les vends à personne. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Bonjour Sandrine. Bonjour à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. On avait eu une petite discussion en amont qui m'a beaucoup enthousiasmé par rapport à cette discussion qu'on va avoir. Donc, pour commencer, peux-tu te présenter à notre audience? Donc, je m'appelle Sandrine Godefroy Evangelista, j'ai 50 ans cette année. Et c'est toujours dur cet exercice de se présenter. Et j'ai appris plein de choses à l'école. J'ai appris plein de choses pendant ma carrière professionnelle également. Donc, je suis devenue une experte dans plein de domaines, notamment l'innovation et la transformation numérique. Et puis, il y a une chose que j'ai pas du tout appris, ni à l'école, ni dans mes expériences professionnelles, c'est à être. Alors, ça a été vraiment une grande découverte pour moi et aussi un grand changement personnel. Et donc, depuis, je suis aussi très attachée à mettre en relation et à faire des ponts entre justement l'action, le concret, parce que je suis aussi quelqu'un de très concret, qui a besoin d'avancer, etc., de matérialiser des choses. Et puis, tout ce qui ne se voit pas et qui est cette dimension de nous qui est beaucoup plus complexe et aussi plus souterraine, mais qui est notre être et tout ce que ça va mettre en mouvement dans notre vie. Tu parles de quelque chose de très important, c'est d'être. Qu'est-ce qui t'a, parce que on est dans une société où ça va vite, où on peut être pris voilà, cette grande spirale dans laquelle on est et on oublie de vivre au présent, on va tellement vite et après on s'étonne qu'on voit rien du paysage. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé justement à te concentrer sur être? Eh ben, j'ai rien vu du paysage pendant 30 ans, en fait, hein, pour être honnête. Je m'étais faite, comme je crois tout le monde, je m'étais faite une super checklist de intérieure, inconsciente aussi, de réussir. Ça veut dire que tu vas avoir tel type de job, tu vas faire tel type d'études, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une maison. Enfin, bon. J'avais une checklist bien complète et puis avec bons objectifs, bien ambitieux, comme j'aime faire. Et puis, j'ai beaucoup travaillé pour obtenir ça. C'est pas un truc qui est arrivé par magie non plus, hein, clairement. J'ai, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup travaillé, etc. Et puis, ben, vers l'âge de 30 ans, j'avais quasiment coché toutes les cases de ma checklist, en fait. Et, et c'est là que j'ai commencé à me poser vraiment des questions et où je me suis arrêtée parce que je suppose que ça fait ça aussi quand tu es champion, par exemple, et tu t'es entraîné pendant des années pour avoir une médaille ou un truc comme ça, puis hop, tu y arrives. Et là, tu fais, mais il y a quoi après? C'est Ouais. quoi l'après, en fait? Et alors, j'étais jeune en même temps, 30 ans, enfin dans la trentaine, c'est jeune pour arriver à ta checklist. Mais effectivement, j'avais un très beau poste, j'étais mariée, je venais d'avoir mon fils. Donc j'avais vraiment coché, j'avais la maison de mes rêves, j'avais coché toutes les cases. Et puis j'arrivais plus à savoir qu'est-ce que j'avais envie après. Puis j'avais que 30 ans, quoi. Donc c'est jeune, 30 ans, pour te demander, pour te dire, bon ben voilà, et maintenant on fait quoi? Et puis ça se combinait avec le fait que je sentais bien que malgré tout, j'avais tout coché, puis il y avait quand même quelque chose à l'intérieur de moi. Maintenant, je pourrais te le traduire en me disant, je sentais que mon cœur pleurait, quoi. Il y avait quelque Ouais. chose en moi qui disait, mais ça va pas. Mm. Enfin, c'est pas, t'as coché toutes les cases, mais c'est pas ça le bonheur, quoi. Et, il me manque quelque chose. Et puis, je savais pas du tout, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait.
Ça a été un moment de ma vie, une période de ma vie assez douloureuse, hein, parce que très paradoxal dans le sens où pour les autres et même pour moi, je représentais un symbole de réussite fort sur le plan professionnel, mais même personnel. Et puis, moi, à l'intérieur, j'étais vraiment profondément triste. C'est pas la tristesse qui passe parce que tu as une mauvaise nouvelle, c'est vraiment quelque chose de profond à l'intérieur de toi où tu touches quelque chose de plus profond puis qui dure surtout. Donc, au début, tu te dis, bon, bah, ça va passer, c'est pas grave. Voilà, je suis enfin, je suis un peu de mauvaise humeur, c'est l'automne. Puis non, ça passe pas, quoi. Et donc, bah là, je me suis dit qu'il y avait autre chose, quoi. Tu vois, ça a été vraiment un déclencheur de me dire, ah, il y a un truc que je comprends pas, mais il faut que j'aille comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, parce que je sens que c'est quelque chose d'important. Euh, à quel moment, parce que enfin, souvent on a ce truc en nous-mêmes qui au début nous prévient, qui nous lance des petites alertes. Et souvent on attend qu'il crie pour réagir. Et là tu parles de ton cœur qui pleure. Est-ce qu'il y avait des signaux antérieurs que t'as négligés ou que t'as mis sous le tapis avant que ça éclate de cette manière-là si forte? Bah, il y a eu plein de petits signaux du corps. Ça, je pense que je suis persuadée que notre corps, il nous parle énormément. Et donc, c'est plein de petits bobos, j'ai envie de dire, du corps. Il y a des trucs qui sont pas graves, mais qui sont répétitifs. Donc oui, bien sûr, il y a eu plein de signes. Mais quand... parce que, tu vois, pour répondre à ta question, souvent, j'entends dans la sphère du développement personnel, du coaching, tout ça, on me dit prenez soin de vous, écoutez-vous, etc. Mais en fait, quand tu sais pas que ça existe, en fait, bien sûr, tu vois les signaux, mais t'en fais rien, enfin, tu sais pas quoi en faire. C'est comme, tu vois, c'est comme si tu es sur une route et puis tu vois des panneaux, mais tu sais absolument pas ce qu'ils veulent dire ces panneaux-là. Donc, tu peux pas les prendre comme un truc qui t'alerte. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais tu vois, c'est-à-dire que ça peut t'alerter. Maintenant, les signaux de mon corps, je les comprends, je les connais. Oui. Donc, je sais que c'est important, que ça fait partie des choses que je dois écouter. Mais à ce moment-là de ma vie, personne ne m'avait jamais parlé de ça, en fait. C'est pour ça que je disais en intro, on ne nous apprend pas ça à l'école, on ne nous l'apprend pas non plus dans nos compétences. Et, et du coup, oui, je voyais bien que oui, j'avais des petits bobos réguliers, puis récurrents, puis de plus en plus récurrents. Mais que j'étais souvent fatiguée, mais je voyais pas ça comme... je voyais pas le lien, en fait. Voilà, je faisais pas le lien. Parce que pour moi, il n'y avait pas de lien. Ce qu'on m'avait pas expliqué, parce que je pense qu'en fait, il y a aussi, c'est aussi pour ça que je trouve ça génial ce que tu fais, et notre échange aussi. C'est ce que j'ai envie de transmettre à travers ça, c'est que on ne t'explique pas que c'est pas parce que ça marche que ça va te faire du bien. Mhm. Et ça, c'est très paradoxal parce que en fait, on est tous, d'une certaine manière, à la recherche d'une forme de succès, de reconnaissance, etc. Et c'est normal. Enfin, Mm. on est sous-tendu en tant qu'être humain par, comment dire, par des ambitions, par des envies d'être au monde et d'exister. C'est normal. Et on ne nous explique pas qu'en fait, il y a une énorme différence entre être heureux et avoir du succès et que combiner les deux, c'est loin d'être évident. Et d'ailleurs, tu vois, je dirais pas que c'est avoir du succès. Quand on combine les deux, je dirais qu'on est plus dans l'ordre de s'accomplir, l'accomplissement. Pour moi, l'accomplissement, ça englobe le succès et la reconnaissance, mais c'est une dimension de plus, justement, qui est... J'ai trouvé comment faire ça avec ma touche à moi. Et tu disais tout à l'heure que tu es devenu, que à 30 ans, tu es un symbole de réussite et que même pour toi, tu es un symbole de réussite. Qu'est-ce que ça, maintenant que 20 ans plus tard, que tu as certainement pu y réfléchir beaucoup, est-ce que t'étais pas aussi en train de vivre à côté de toi? Ah bah, j'étais pas en train de vivre à côté de moi, j'étais complètement à côté de moi. Mais je le savais pas. C'est-à-dire que, en fait, ça aussi, c'est quelque chose de paradoxal. C'est qu'à un moment, tu te retournes, tu regardes ton passé, puis tu te dis, waouh, j'étais complètement à côté de mes pompes, en fait. Enfin, j'étais sur cette autoroute à grande vitesse, au volant d'une voiture.
Et en même temps, j'étais pas complètement à côté de mes pompes. C'était cette première partie de moi qui allait amener à la deuxième. Je pense pas qu'on puisse. Enfin, en tout cas, je connais personne. Ça veut pas dire que c'est pas possible, mais moi, j'ai jamais rencontré dans ma vie des personnes qui sont passées directement dans cette deuxième phase plus profonde, en fait. Tu vois, dans les gens que j'ai rencontrés, que ce soit sur le plan amical, professionnel, mes clients, les gens que j'ai pu accompagner aussi, euh, malheureusement ou heureusement, il y a toute cette première partie. Et puis, à un moment, il y a un événement qui vient de déclencher. Il y a un mur d'une façon ou d'une autre, que le mur, il soit une maladie, qu'il soit le décès de quelqu'un de proche de toi, qu'il soit un divorce, que ce soit aussi, et puis professionnellement aussi, souvent le mur, c'est tu te fais virer d'un job alors que tu as mis énormément d'énergie, tu as mis ton cœur, tu t'es investi, tu croyais à fond. Et tu vois, mais il y a toujours un moment, un truc qui vient te réveiller. C'est-à-dire que j'ai jamais croisé de personne dans ma vie qui s'était réveillée sans un événement extérieur qui vient secouer très fort ton système et qui d'un coup t'oblige à faire un pas de côté pour te dire, wow, attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui va pas. Et pour pouvoir commencer à aller un peu plus dans la profondeur de ton être. Parce que on est configuré comme ça. Enfin, ce que tu vois, après, j'ai aussi, comme tu le précisais, pas mal étudié, etc. Et aussi, ce qui est intéressant de comprendre au niveau neurophysiologique dans les neurosciences, par exemple, c'est que on est vraiment des ordinateurs codés. On a 95% de nos croyances qui sont complètement inconscientes, en fait. Donc, de nos comportements qui sont complètement inconscients. Et, et c'est lié à notre éducation, à ce qu'on a appris à l'école, à plein de choses. Donc, on a tous des codages qui sont différents en fonction de qui on est. Mais il y a une chose qui est commune à tout le monde, indépendamment des codages. Et ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit, wow, ça donne un autre regard sur la question que tu m'as posée. En fait, notre cerveau, il est là pour nous protéger. Donc, face à n'importe quelle situation, on est configuré comme ça de base. C'est-à-dire que ça, on va pas pouvoir le changer, quoi. Oui, Dans n'importe quelle situation qu'on vit, il va regarder toutes les possibilités de trucs difficiles, horribles, compliqués qui peuvent nous arriver. Et donc, il va mettre tous les codages qui vont bien pour pas qu'on y aille. D'accord? oui, Et on est constitué comme ça physiologiquement ou neurologiquement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Donc, en fait, cette fameuse autoroute à grande vitesse, oui, je crois que c'est en fait tous ces codages, ben, tu les appliques inconsciemment, tu sais même pas que tu les as en fait. oui, Tu vois? Donc tu es t'es assis dans ta voiture et puis en fait tu es sur pilotage automatique, mais comme tu as les 5% que tu as l'impression de maîtriser, tu as l'impression de conduire. oui, 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 Donc tu conduis et c'est toi aussi, c'est-à-dire que ces 95% là, c'est toi aussi. Donc, quand on dit j'étais pas au volant, en fait, j'y étais, mais je connaissais pas cet oui, équilibre-là. Puis, j'avais beaucoup moins de. Les codages, en fait, comme je les connaissais pas, je savais pas que j'étais en pilote automatique. J'avais vraiment l'impression de conduire la voiture à ce moment-là. Et si à ce moment-là, tu m'avais dit, mais regarde, t'es en pilote automatique, tu m'aurais dit, mais n'importe quoi. Enfin, bah, pas du tout, en fait. Et tu disais tout à l'heure par rapport même à ta vie ou les gens que tu as, qui t'as pu parler ou accompagner, tu dis qu'il y a souvent cette deuxième phase-là, n'arrive jamais entre guillemets seule. Il y a un événement déclencheur, soit une maladie ou autre. Il y a un événement qui va déclencher le fait qu'on réalise et qu'on commence cette deuxième phase-là. C'était quoi cet événement-là pour toi? Ouais, ça a été Moi, ça a été une suite de trucs en fait, hein. J'ai un peu cumulé puisque ça a été d'abord presque un burn-out. Je suis pas allée jusqu'au burn-out, mais j'étais quand même pas très loin. Et puis un divorce cumulé, donc j'ai un peu groupé. En fait, c'est tous ces trucs qui, à un moment où tu te dis, mais waouh, en fait, je suis vulnérable.
Ça te renvoie à ta vulnérabilité, à ton Ouais, impuissance en tant qu'être humain. Ce qui n'est pas ouais, évident à les regarder. C'est pour ça d'ailleurs C'est pour ça qu'on est en pilotage automatique. Il n'est pas con, notre cerveau. Il veut nous protéger ouais. de ça parce que faut pas se raconter d'histoire, c'est pas des moments sympathiques. Euh, Même si je pense que, maintenant, avec le recul, je pense qu'on peut évoluer de façon tout à fait douce et que grandir et se faire grandir et se grandir et grandir, évoluer, construire notre évolution, ça peut se faire en douceur et la transformation, elle peut se faire en douceur. Mais il y a, je crois, une première phase où, comme on ne sait pas que ça existe, Et du coup, en adoptant justement cette manière de penser-là, euh, à quel point change ta vie? Est-ce que tu changes de cadre professionnel? Est-ce que tu te dis, bah, je vais aller dans un métier qui me permet de ralentir et de plus avoir de focus sur l'être dans ton parler? Comment es-tu réaliste, je veux dire, hors des pensées et plus dans la réalité? Comment se transforme ta vie? alors à ce moment-là, en fait, je pensais encore, je crois plus du tout à ça, mais à ce moment-là, et je le partage parce que aussi c'est intéressant, je pense, de pouvoir le dire. Ouais, Je pensais que si je changeais de cadre professionnel, alors j'allais régler le sujet. Je pensais que le problème, il était à l'extérieur de moi, en fait. Que ça venait du fait que je faisais trop de déplacements, que j'avais énormément de pression parce que j'étais directrice du développement, donc j'avais des closings à tenir, des engagements, des quotas, des gens à manager, ouais, une grosse pression opérationnelle quotidienne. Donc je pensais qu'en fait c'était ça le sujet, c'était que j'avais pas la place d'être parce que j'étais dans un rythme et dans quelque chose qui était beaucoup plus qui était soutenu, où il y avait beaucoup de pression, qui n'était pas forcément complètement en accord avec mes valeurs, etc. Donc, j'ai cherché à faire d'autres choses. Et notamment, vu que j'étais salariée, je me suis dit à ce moment-là, ben, je vais créer mon entreprise, comme ça je serai libre. Alors, je préfère dire à tous celles et ceux qui nous écoutent que créer son entreprise, c'est pas la liberté. Ça, c'était vraiment la plus grosse erreur que j'ai pu faire dans ma vie de croire ça, ouais. parce qu'en fait, tu pousses toujours les chariots de quelqu'un. Mm. Si c'est pas ton patron et tes collègues, à un moment, de toute façon, c'est tes clients parce que tu as des factures à payer et que par conséquent, si tu as une entreprise et que tes services, tu les vends à personne, Ouais, eh ben, elle dure pas bien longtemps, ton entreprise, en fait. Hein. Donc, en fait, la pression que j'avais en tant que salarié, j'ai repris exactement la même en tant qu'entrepreneur. Enfin, c'était pas exactement la même. C'était des clients qui t'appellent et faut faire un truc super vite et puis il faut partir au bout du monde pour le faire. Bizarrement, c'était un peu quand même le même scénario. ouais. Donc, donc au début, tu te dis, ah bah oui, mais non, mais c'est un hasard. Puis à un moment, quand même, tu te dis, ouais, il y a peut-être autre chose. C'est Mm, peut-être à mm, l'intérieur de moi qu'il faut que j'aille regarder la chose là. Parce que tu n'es pas obligé de dire oui à ton client pour partir 24 heures plus tard, te faire 8 heures d'avion, arriver le matin dormir, passer la nuit dans l'avion, arriver à 6 heures, te retrouver en train de coacher des équipes de direction à 9 heures du matin, repartir le soir à 18 heures, te retaper 8 heures d'avion et puis retravailler le lendemain. Enfin, tu vois, ouais. il n'y a personne qui t'oblige à faire ça. Mais si tu sais pas dire non, si tu es sous pression parce que tu as tes factures à payer, parce que justement, moi j'étais en plein divorce, donc en plus il fallait que. Enfin, j'avais pas d'autres sources de revenus que mon entreprise, et c'est pas simple du tout de tenir ton cap à l'intérieur de toi, quoi. Mhm, Surtout quand tu as plein de demandes. mhm. Enfin, même quand on n'a pas, je pense que c'est le même sujet. Mais quand on a beaucoup, il faut tenir le cap parce que du coup, tu as tendance à dire oui tout le temps. Puis quand on n'a pas, tu stresses parce que tu te dis que tu n'en as Ouais, pas. Donc dès qu'on a une qui arrive, eh ben, tu la prends, tu vois. ouais, ouais. Donc en fait, le sujet était pas très. Enfin, j'avais pas forcément un rythme de vie plus cool. Mhm, C'était même plutôt vachement plus stressant. mhm. Donc là, j'ai compris, j'ai compris cette notion de liberté. J'ai compris qu'en fait, c'était un fantasme, cette notion de croire que la liberté elle dépendait du contexte professionnel dans lequel tu Mhm, étais. Et du fait que d'être à ton compte, ça réglait tous les problèmes. mhm. Ça, j'ai bien compris et j'ai envie de le partager. Dans cette phase-là,
où tu commences à te rendre compte que le problème, du coup, il est plutôt à l'intérieur de toi. Comment tu fais pour changer ces habitudes-là? Comment tu le changes? Qu'est-ce que tu mets en place pour te retrouver sur un rythme qui te convient mieux et aller soigner, entre guillemets, même si soigner est un bien grand mot, aller en tout cas solutionner et aller voir en toi ce qu'il te faut pour être bien et au final passer d'être à côté de toi à bien être en toi. Je me suis fait accompagner et d'ailleurs, depuis, j'ai jamais arrêté de me faire accompagner parce que faut pas de côté sur soi. Je pense qu'on peut y arriver tout seul, hein. Je pense qu'on peut y arriver tout seul. Par contre, moi, ça m'aurait pris 100 ans, voire plus. Donc, je suis convaincue qu'on peut y arriver tout seul. Mais plus tu touches à des choses qui sont toi, profondément, et plus tu es tellement assis sur le truc que de toute façon, tu ne vois pas, quoi. Donc, je me suis fait accompagner. C'est à ce moment-là que j'ai découvert, enfin, j'ai connaissé le coaching. J'avais aussi, j'étais devenue coach entre-temps. Donc, euh, j'avais déjà démarré ce travail, en fait. D'ailleurs, j'aime pas l'appeler travail. Maintenant, j'utiliserais plus ce mot. Je dirais que c'est plus une transformation, une évolution, d'ailleurs. C'est même pas une transformation, c'est une évolution parce que c'est pas... y a rien d'instantané, en fait. Ça se fait dans une certaine... ça se fait au tempo qui se met en place. Et c'est pas un truc que tu choisis, ça, en fait. Ouais. Et, et comment j'ai fait ça? Ben, en fait, déjà, je pense que j'ai séparé les sujets, c'est-à-dire je me suis dit, bon, ok, donc il y a un premier sujet qui est la réalité, c'est que c'est la sécurité, il faut que tu te mettes en sécurité. Euh, donc, dans mon entreprise, pendant 7 ans, ça a été vraiment difficile, ce sujet de la sécurité, pour Mhm. moi. Mhm. Euh, Néanmoins, j'ai quand même trouvé à l'intérieur de moi des manières de me mettre en sécurité avec des contrats longs, avec des choses qui m'avaient permis ça. Pour pouvoir avoir justement le temps de faire le chemin sur comment je peux ajuster pour que ça me corresponde à moi, pour comprendre comment je peux faire autrement. Parce que quand tu dis oui ou que tu dis pas non, c'est pas parce que tu peux pas dire non, c'est parce que tu peux pas dire non à l'intérieur de toi. Parce que ça semble tellement simple de dire non. Mais en fait, le sujet n'est pas de pouvoir le faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que quand tu dis non ou tu dis oui, tu as l'impression vraiment que tu vas physiquement mourir. Ça touche à quelque chose qui est à l'intérieur, qui est profond. Et ça, le défaire, ça prend du temps. Et ce temps-là, il est vraiment différent pour chacun d'entre nous. Et puis, à chaque moment de notre vie, c'est pas parce qu'une fois ça a été vite que le coup d'après, ça va aller vite, etc. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse les choses à deux niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait ma réalité professionnelle, concrète, matérielle. Et puis de l'autre, il y avait ce chemin-là et que ça allait prendre le temps que ça allait prendre. Parce que si tu commences à vouloir, ça aussi, je vois beaucoup de gens qui commencent à vouloir, tu vois, qui changent de métier puis ils veulent tout de suite des résultats sur leur nouveau métier parce qu'ils n'ont pas la dimension de sécurité. Et ça marche pas, en fait. Et donc, hop, on retombe dans une insécurité, on retombe dans le truc. Donc, je pense qu'en fait, il faut vraiment bien séparer ces sujets. Il y a quelque chose de l'ordre d'être réaliste, au sens de savoir regarder la réalité de combien j'ai besoin pour vivre, qu'est-ce qui me met en sécurité. On n'a pas tous le même niveau de sécurité. Et puis, c'est pas le même à chaque période de notre vie aussi. C'est pas pareil quand tu es seul avec tes enfants que quand tu es à deux. Euh, c'est pas pareil selon le lieu où tu vis. Les loyers ou les prêts, ça coûte pas la même chose. C'est pas pareil si tu vis dans une maison qu'on t'a donnée ou qui t'appartient et puis si tu as des choses à payer. Donc, on a vraiment, je pense, moi j'ai commencé par faire ce travail de poser réalistement quels étaient les sujets. Et puis après, du coup, ça m'a permis de pouvoir aller à mon rythme et de prendre les autres thèmes un par un. Sachant que qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça switch profondément et pourquoi ça je sais pas à quel moment il y a à l'intérieur de nous il y a quelque chose qui change, je ne saurais pas te dire, c'est quelque chose c'est une suite d'actions puis à un moment paf il y a quelque chose qui se met en place, mais par contre dans ce processus de transformation de soi, ce que j'observe, c'est que je vais redonner une image là, c'est
En fait, tu vois, quand tu regardes la mer, tu as des vagues. Tu as des grosses vagues, des petites vagues. Enfin, ça fait... C'est jamais comme ça, la mer. C'est Ouais, toujours... Puis de temps en temps, c'est comme ça quand il n'y a pas de vent, mais ouais, ça se remet, il y a du courant, etc. Et si tu regardes ta vie, de, si tu, imaginons que tu te mets juste au niveau des vagues, tu regardes ta vie et tu es sur la vague. Alors, ta vie, elle va faire ouh, 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 ça va bouger beaucoup, quoi. Et puis, alors, en plus, s'il y a beaucoup de courant, beaucoup de vent et que c'est les grandes tempêtes, je te raconte mm, pas. Ça va ouh, ouais, ouh, ouh. Et il y a un autre endroit à l'intérieur de soi, et c'est pour ça que je me suis fait accompagner et que j'ai cherché ça. Il y a un endroit à l'intérieur de soi, c'est comme si tu étais dans les profondeurs de la mer. Alors, il y a toujours les courants, tu sens dans les profondeurs, hein, tu sens ouais, toujours le courant. Tu sens ouais, le chaud, le froid, il y a des courants, mais ça bouge pas. Enfin, ça bouge, ça oscille ouais, très légèrement, ouais, mais tu te laisses plus embarquer par les vagues. Et en ouais. fait, moi, c'est ça que j'ai été chercher. Et c'est ça que je continue à chercher parce que je crois que c'est le chemin, c'est un chemin de vie. Hein, euh, pour vivre à partir de cet endroit-là. Ouais. Et donc, agir à partir de cet endroit-là. Mhm. Ouais, c'est important, je trouve, Mhm. De se resituer là d'aller dans ce cadre. chercher ouais, Mm, cet espace de profondeur en nous. mm, mm. Et au moins, à défaut de le trouver pour tout le temps, d'avoir des espaces de calme et des espaces où on est capable de faire un pas de côté pour, euh, pour regarder les choses autrement et puis pour vraiment prendre le temps de ressentir ce qu'on ressent, ce Mm. qui est juste pour nous, ce qui fait sens pour nous. Et puis au contraire, de laisser les choses qui, même si 99% des gens le font, le pensent, etc., ben ouais, mais ça, moi, ça me correspond pas, alors je vais pas le faire de la même façon. Jamais trop haut, jamais trop bas. Toujours essayer d'être là. Et c'est vrai que si on est à la surface, on peut jamais être là parce qu'on suit le mouvement. Par contre, en s'enfonçant, on peut trouver ce milieu-là et pouvoir. Après, c'est très imagé comme façon de dire. Certains diront c'est un peu utopiste, mais c'est des aspirations et c'est un endroit, un état où on essaie d'aspirer et d'être. Et tu parles justement de de la cause du climat sur lequel on a souvent des différents discours, certains anxiogènes, certains très qui font peur. Et souvent, comme disait Arthur ici, quand on a, quand on nous peint cette image-là qui fait peur, souvent on n'a pas trop envie d'y mettre les pieds et au contraire, ce qu'il prêche lui, c'est que il faut un projet de société. Est-ce selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'écologie et tel qu'on nous le vend, entre guillemets? Je crois que ce qui manque, c'est le cœur. Parce que, en fait, on nous vend des choses qui nous font très très peur et qu'on comprend très bien dans le scandale. Qu'on comprend très bien et en même temps qui ne nous parlent pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a une idée de ce que c'est que le CO2, des tonnes de rejets, de tout ça. Et puis, et si moi je te dis, alors là, ce que tu as fait, c'est 150 000 tonnes de CO2 dépensées, ça va pas provoquer grand-chose à l'intérieur. Enfin, ça va pas provoquer grand-chose. Peut-être que tu pourras comprendre et te dire, ouais, bah, c'est pas bien, ou c'est trop, ou voilà. Mais ça va très vite t'emmener dans, ouais, mais concrètement, je peux faire quoi? En fait, je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que ça ne parle pas au cœur, parce que enfin, on est face à un truc qui est tellement, c'est même plus une montagne, c'est des montagnes, c'est un massif de montagnes géants. Et on se dit, bah oui, mais moi, à mon échelle, je peux rien faire, en fait. Donc, on se sent très impuissant par rapport à ça. Parce qu'on essaye de le prendre avec la tête, avec le mental, effectivement, face aux chiffres et face à la situation. Si on le remet dans de la logique, dans de la pensée rationnelle, dans des prévisions, dans des statistiques, etc., c'est complexe de se positionner à titre personnel. Donc, on a tendance à attendre que ça vienne de l'État, d'acteurs extérieurs qui ont le pouvoir de décision de faire bouger les lignes à grande échelle. Et je ne suis pas en train de dire que ça ne nécessite pas que ces acteurs se mettent en mouvement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je suis juste en train de me dire, moi, en tant qu'individu, face à ça, qu'est-ce que je peux faire?
Tu vois, par exemple, euh, si je te pose la question, est-ce que tu penses que si tu as des enfants, est-ce que tu penses que c'est plus écologique d'utiliser des couches lavables ou des couches qui sont industrielles? Spontanément, on a envie de répondre des couches lavables, Oui, oui, d'accord? oui, Si oui. on prend, si on prend les statistiques réelles de l'impact des couches lavables, sachant qu'il faudrait, là je suis en train de très très caricaturer parce qu'en vrai il faudrait regarder quel est le produit, avec quelle matière, ça vient d'où, est-ce que c'est local, les coûts de Oui, transport, oui. d'accord? Déjà c'est tellement systémique que déjà de calculer ça c'est déjà Mhm. d'une complexité. Mais aujourd'hui on a quand même des études qui montrent que globalement les couches lavables, c'est pas plus écologique que les couches. En fait, que Jetable. pour que tes couches lavables elles soient efficaces, il faut que tu aies beaucoup d'enfants. Donc, en gros, c'est efficace pour une crèche, c'est efficace pour des structures qui ont un nombre d'enfants suffisant. Mais si tu as un enfant, alors en vrai, c'est pas plus écologique. Mhm. Mais, et c'est là que j'arrive pour répondre à ta question, ce qui est par contre très important, c'est que si tu utilises les couches lavables, alors tu vas rentrer dans une notion de réemploi. Tu vas rentrer dans une notion de faire toi-même les choses. Tu vas te sentir acteur du truc. Alors peut-être que sur le plan global, écologique, ça ne change pas grand-chose, mais sur le plan de toi, ta contribution et la prise de conscience de cette transformation et de comment tu peux agir dessus, elle est majeure. Parce qu'une fois que tu auras fait ça avec les couches lavables, peut-être tu passeras aux lingettes lavables. Et puis peut-être qu'après, tu te diras que tu vas composter. Et puis, tu vois, tu vas te ressentir dans l'action et dans la capacité d'agir à ton échelle à toi. Et ça me mène à ma dernière question parce que on est justement dans ce climat-là où le discours il est de plus en plus présent et on voit maintenant, on nous en parlait dans les années 2000, attention ça va changer. Et là on commence à voir, à les sentir, on voit tout ce qui se passe autour de nous en 2021. C'est quoi ton message aux plus jeunes, si tu veux dire, je sais pas, à ton enfant, ou à un neveu, une nièce, qu'est-ce que tu lui confierais pour aller naviguer ce futur-là qui nous attend? Je pense qu'en fait, moi, ce que je lui dirais, c'est sois toi-même. Et je crois que, en tout cas, moi, quand je regarde mon fils, il a 21 ans, tu vois, je crois qu'il a bien compris. Et je crois que dans les jeunes générations, ça, moi, je trouve ça génial, c'est qu'ils savent ce qu'ils sont. Enfin, ils savent ce qu'ils veulent pas, en tout cas. Des fois, ils savent pas forcément ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent pas, c'est vachement clair. Et, euh, et donc, je crois qu'en fait, ta question, elle me fait penser. J'ai beaucoup d'images, mais j'aime bien les images parce que je trouve que c'est une façon d'expliquer de façon simple des trucs très compliqués. Il y avait une expérience il y a quelques années d'un orchestre en fait où il y avait plein d'instruments différents puis chacun jouait une note et donc ça faisait enfin au premier abord c'était une cacophonie infâme et en fait il y a un moment où tout le monde est sur la même note et l'expérience elle a été reproduite plein de fois et à chaque fois ça marche, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout le monde est sur la même note et où tu as un son d'une beauté extraordinaire et une harmonie d'une beauté extraordinaire. Et en fait, je crois que c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu, c'est que chacun soit sur sa note. Et quand tu regardes une partition, tu as plein de notes différentes, en fait. Et donc, chacun est sur sa note, et puis à un moment, ça fait une harmonie. Il faut faire confiance que ma note, elle est. Donc, bien connaître sa note pour être vraiment juste sur sa note à soi, en faisant confiance que ça va s'harmoniser avec les autres. Et que c'est pas parce qu'il y a 10 notes différentes et que ça semble être la cacophonie qu'il faut absolument remettre de l'ordre là-dedans. Et je crois que c'est ça, en fait, le sujet. C'est reste sur ta note et fais confiance que l'harmonie, elle va se créer de toutes ces différences et de toute cette diversité et que ça va faire quelque chose de chouette et qu'il n'y a pas besoin d'essayer de le contrôler. C'est bien foutu la vie là-dessus. Et Ouais. je trouvais cette expérience géniale parce qu'à chaque fois, ils l'ont reproduit plein de fois. Et à chaque fois, il y a toujours un moment où la note s'aligne.
C'est incroyable. Et que tu 10, 20, 50, 100, 300, 10, 600 personnes. Il y a toujours un moment où il y a un moment de magie où paf, ça s'aligne et où on trouve la direction et où d'un coup, après ça, il y a une harmonie qui se met en place. Mm, Naturelle, j'ai envie de mm, dire. mm. Tu vois? Sans On, qu'on la force. Parce on qu'autrement, entend. on a envie de faire rentrer dans les cases. Ah, toi, tu joues pas la notes, allez, tiens, je te fais rentrer dans ma case parce que c'est. Ah, ça sonne mal à mon oreille, c'est dissonant, quoi. Je suis content d'avoir pu discuter avec toi. Je te remercie encore d'être venu nous partager tout ça. J'en retiens que faut faire à mon niveau, à ces jeunes âges où on commence dans la vie professionnelle, de faire gaffe à ne pas vivre à côté de soi, d'être à côté de qui on est et de fantasmer sur des vies différentes, même si je ne dis à personne de pas être ambitieux, de pas vouloir atteindre certains niveaux de réussite, mais il faut essayer aussi de ne pas passer à côté de certaines choses qui sont essentielles, qui sont fondamentales à qui nous sommes. Donc merci d'avoir porté ce message-là et je te laisse le mot de la fin. Écoute, j'avais envie de te remercier pour la qualité de ta présence, de ton écoute, et puis la pertinence de tes questions, de tes reformulations. Et puis, écoute, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, ce qui est essentiel. Et j'ai aussi et vraiment aimé le rythme qu'on a pu jouer ensemble parce que tu vois, on a pris le temps, quoi. On a pris le temps d'avoir un vrai échange, d'avoir une vraie conversation.